Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro du Refresh. Dans le sommaire aujourd'hui, retour controversé de l'ex-président sénégalais Macky Sall à Dakar. Accueilli en liesse, il a été reçu au Palais de la République par le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye. En Guinée, l'accès au logement devient de plus en plus difficile et face à cette situation, les citoyens étouffent de plus en plus. Mamadou Diop, ingénieur statisticien, sera notre invité du jour. Nous nous intéresserons aujourd'hui à la manière dont les données révolutionnent la prise de décision dans le sport. Et nous retrouverons également nos différents correspondants sur le terrain pour leurs différentes rubriques. Le développement, c'est dans un instant. Je vous le disais tantôt, Macky Sall est arrivé hier au Sénégal avec les honneurs, un retour controversé qui ravive les tensions politiques au Sénégal. Willy Sadio nous en dit plus. À peine annoncé, la visite de Macky Sall, l'ancien président du Sénégal, a suscité une vague de réactions. En effet, dans un communiqué publié ce 15 juillet, le Front pour une révolution anti-impérialiste populaire et panafricaine dit FRAPP s'oppose catégoriquement à tout soutien de l'État sénégalais. Le mouvement estime qu'aucun appui diplomatique ne devait être accordé à Macky Sall tant que justice n'aura pas été rendue aux victimes des manifestations survenues entre 2021 et 2024 et que la reddition des comptes n'aura pas abouti. Amnesty International est également monté au créneau. Son directeur Seydi Gassama estime qu'un soutien à cette candidature va constituer un mauvais signal pour les familles des victimes qui attendent toujours que justice soit rendue. À l'inverse, l'Alliance pour la République dit APR appelle à dépasser les clivages politiques. Pour le parti de l'ancien président sénégalais, cette candidature est avant tout celle du Sénégal et pourrait renforcer le rayonnement du pays et de l'Afrique sur la scène internationale. Le ministre des Forces armées, Yankoba Diémé, a rappelé que Macky Sall ne fait l'objet d'aucune accusation, d'aucune poursuite et d'aucune condamnation et qu'il bénéficie à ce titre la liberté d'entrer et de sortir du territoire sénégalais conformément aux principes de l'état de droit. Rappelons qu'il s'agit du premier retour de Macky Sall depuis qu'il a quitté le pouvoir en avril 2024. Après 12 ans à la tête du pays, sa candidature au poste de secrétaire général de l'ONU, portée par le Burundi et non par le Sénégal, n'avait pas obtenu en mars dernier le soutien d'une vingtaine d'États membres de l'Union africaine, dont le Sénégal. Pour analyser ces événements politiques, nous avons tendu notre micro au journaliste et analyste politique Hassan Samb qui est revenu sur les enjeux du moment. Je vous propose de le suivre. Aujourd'hui, il était important quand même que le président Macky Sall soit soutenu par son pays d'origine qui est le Sénégal. Et ceci officiellement, parce qu'il y avait des réticences dans ce sens. Et puisque certainement les angles ont été arrondis, le président Macky Sall donc a souhaité faire le déplacement sur Dakar pour montrer à la face du monde qu'il est également soutenu par son pays et peut-être par une bonne partie des Sénégalais, même si par ailleurs, il y a ça et là des grincements dedans, notés de la part du parti politique PASTEF, de certaines victimes des événements qui sont passés à partir de 2021, mais aussi peut-être de certains membres de la société civile. Est-ce qu'il y a des prémices de recomposition politique? Oui, mais ce n'est pas forcément lié à la visite. La recomposition politique est liée également à l'entrevue qui a été observée entre le président Macky Sall, le président Diomaye au niveau du Qatar et même du Karim Wade. Là, on avait noté quand même véritablement une rencontre qui pourrait jeter les bases d'une certaine complicité politique, même au-delà également, pourquoi pas, d'une alliance stratégique en vue des futures échéances électorales. Nous savons que Diomaye souhaite mettre en place un sous-parti politique et ce parti n'a pas beaucoup trop de temps pour son implantation, même si des efforts essentiels vont être faits. Dans ce sens, ce parti a besoin aussi de s'adosser sur des alliances stratégiques importantes, notamment avec des partis qui avaient déjà géré le pouvoir, comme le PDS et l'Alliance pour la République.
À ce propos, on peut soupçonner qu'effectivement, qu'il y ait des velléités dans ce sens et que les gens s'inscrivent dans une dynamique justement de se donner la main pour essayer de contrecarrer la force du parti PASTEF. Le Hello Refresh nous mène aujourd'hui en Guinée où accéder à un logement décent devient de plus en plus difficile entre la hausse des prix du loyer, les cautions exorbitantes et les revenus insuffisants. Les citoyens étouffent, un élément que je vous propose de suivre avec notre correspondant sur place. Au plaisir de vous retrouver, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur le Refresh. À Conakry, les logements coûtent de plus en plus cher. Trouver une maison à un prix abordable devient difficile pour de nombreux locataires. Cette hausse des loyers pèse sur le quotidien de plusieurs familles. Mais que pensent les principaux concernés? Nous sommes allés à les rencontres. Les détails, c'est dans ces reportages. À Conakry, trouver un logement à un prix abordable devient un défi pour de nombreux habitants. Entre la hausse des loyers et les fortes avances exigées par certains propriétaires, étudiants, travailleurs et familles peinent à se loger. On a du mal à s'en sortir parce qu'avec le boulot aussi, c'est pas facile. Il y a des difficultés rencontrées au travail. Et venir encore payer un salaire exorbitant pour une maison, ça devient très très compliqué. Surtout aujourd'hui, ce matin même, il y a le propriétaire de ma maison qui vient de m'interpeller, qu'il envisage d'augmenter le loyer le prochain mois. Or que moi qui gagne un salaire minimum, et sans oublier que je suis étudiant encore, pour une petite maison qui n'est pas en bon état, et puis voilà. Comme cet étudiant, plusieurs locataires dénoncent des loyers qu'ils jugent excessifs. Une situation qui fragilise davantage les ménages aux modestes revenus. Les choses sont compliquées à Conakry. Le loyer coûte très cher et les avances qu'on demande de payer sont exorbitants. Surtout, quand on n'a pas un travail stable, ça devient pire. Je demande à l'État de nous aider afin que ceux qui n'ont pas les moyens puissent vivre tranquillement. Dans des quartiers comme Nongo, les prix des logements figurent parmi les plus élevés de la capitale. Pour de nombreux jeunes, se loger dans cette zone représente un véritable sacrifice financier. C'est extrêmement compliqué parce que tout le monde réside à Conakry, c'est la capitale. Maintenant, surtout dans les quartiers comme Nongo, Hamdallaye, Bambeto, les maisons coûtent extrêmement cher. Tu peux trouver une maison aujourd'hui qui coûte plus de 3 millions, 4 millions et pour un débrouillard, c'est vraiment compliqué. Face à la flambée des loyers, les locataires appellent à des mesures pour mieux encadrer le secteur et faciliter l'accès à un logement décent à un coût plus abordable. De retour au Sénégal pour parler du Grand Magal de Touba qui approche à grands pas. En prélude à ce grand événement religieux, l'association des entrepreneurs mourides a organisé une grande foire. Notre reporter y a fait un tour. Suivez. Finalement, kenn ku nekk rek xam nga client yi bokkuñu ay goût yow mën nga ñëw bëgg cuuraay kii mën na ñëw bëgg parfum kii mën na ñëw laaj vax kii ci kër day bi wërsëg macha allah boo demee suñu kër sëriñ si ñoom ñëpp da nga ko fay fekk incha allah nii rek ngay def am na sa clientèle moom da ngay am clientèle différent ku ne rek li ngay yëg boo ñëwee loolu ngay laaj kumba bëgg fàllu waaw man moom sama produit moom macha allah moom bu ne maa ngi ci gis sama bopp. Non, c'est la première fois. Mais am na foire yi ma doon participer. Mais bii moom c'est la première fois. damay jaay ay huile damay jaay aussi ay muscles. maa ngi nii ci salon numéro 3. bii mooy sama 3e participation ci foire bi et ñu ngi sant yàlla bu baax. ñun ñu ngi spécialisé dans tout ce qui est friperie, abaya friperie, abaya venant d'Égypte, abaya venant de Maroc, abaya aussi venant de Dubaï. Ñun loolu mooy suñu spécialité en fait. Loolu la ñuy defar indi tey ci foire bi. Bon, je veux dire que ren c'est ma 2e participation. Daaw man lañ njëkk a commencé participer à la foire du Magal ñu ko defee woon rond-point HLM ren alhamdulilah ñu ñëwaat exposé waat fii nii stade Léopold Sédar Senghor. Bon, je veux dire que la foire du Magal elle est très importante surtout pour moi parce que bu ma waxee ak sama expérience personnelle rek je veux dire que moom moo ma lancé en fait foire du Magal moom moo indi tey jii lépp lu ñu am ci Astou Store ci foire du Magal laa njëkk a amee fit Dajibal friperie exposé ko l'année dernière rond-point HLM.
alhamdulilah par la suite ci lañ ubbi boutique et tout ça macha allah ba tey ñu amaat fitu ñëwaat fii nii dajuwaat dineen bal yokkaat ci tamit dineen nouveauté. foire du Magal mu ngi jugee ci kuréel bu ñuy wax kuréel des entrepreneurs mourides du kuréel goo xam ne ay ndaw soxal ay ndaw yu tase am benn bëgg-bëgg mooy liggéeyal Sëñ Touba taxawal nañ ko ba fii Sëñ Mountakha waree ñëwoon Dakar en 2019 bi mooy 4e édition incha allah ci foire du Magal donc ren daaw ñu ngi ko defee woon au niveau rond-point HM Grand Yoff ren ñuy soqi ay jéego ñëw fii ci stade Léopold Sédar Senghor ngir gën a yaatal liggéey bi donc ci benn stand lañ commencé woon instant yi ñu ngi ci 175 stand donc liggéey bi gën na màgg gën na yaatu secteur d'activité yëpp artisanat mi ngi ci culturel mouride mi ngi ci gastronomie mi ngi ci commerce mi ngi ci science ak innovation ñu ngi ci loolu daaw ñu ngi woon 110 ren ñu ngi ci 175 donc à chaque année mi ngi am ay jéego yoo xam ne gars yi ñu ngi koy yokku te daaw tamit 4 jours la woon ren ñu ngi ci 9 jours. visiteurs yi moom message bi ça sera un message d'accueil un message de chaleureux boo xam ne dañ leen di accueillir di leen ñaanal képp ku bëgg a am loo xam ne yaa ngi koy waajalee màggal gi nga ñëw fii ci foire bi mën a dugg loo xam ne ci wàllu da nga koy yóbbu màggal muy ci wàllu dund wala ci wàllu ay yére wala ci wàllu yoo xam ne dina taaral bésu màggal gi. Notre rubrique Fierté locale s'intéresse aujourd'hui à Fallou Niang de génération Salir. Au fil du temps, il a su s'imposer comme une figure incontournable de l'innovation sociale au Sénégal. Il fait de l'éducation, la formation et de l'entrepreneuriat un levier d'insertion sociale. Je vous propose de le découvrir. li tax ñu réussir projet yooyu ma tuddee un talibé un métier. ba ñu am ci résultat bu satisfaisant boo xam ne yaakaar naa waa réew mi yëpp yëg nañu ko ba au-delà même de réew mi ñeneen ñu ngi jóge feneen di ñëw di def ay études ci sunu ay résultats ak tamit liggéey bi nga xam ne dëgmal nañu ko maa ngi koy wax léegi ci école socio inclusive mobile naka la ñuy fexee ne incha allah rabbi gën a jege donga daara yi fa ñu nekk ngir teg fa benn dispositif boo xam ne dañ koy articuler de sorte que daara day ànd ak formation professionnelle waaye tamit day ànd ak benn éducation de base pour mën lan pour donga daara bi mën a opérationnel pour yombal insertion naka la ñuy fexee ba loolu lépp yomb ci ñëpp mooy li ñuy wax approche communautaire te lu war a mën a nekk la ñun modèle boobu la ñu créé à travers même les Khidma Center mooy ñu fexe donga daara bi dina jàng alxuraan ci ni mu waree comme ni mu ko bëgg a jàngee def formation professionnelle si lu ko laajee am na sax passerelle yu ñuy créé nga xam ne même bu fekkee formation professionnelle mun naa am teel na si moom wala xalaat ne war naa continuer ay études am ñu fexe créé ko passerelle boo xam ne soit dina ko continuer ci wàllu arabe wàllu daara waaye tamit dina mën a dem versé wu ci éducation nationale. te léegi Touba gis nañ macha allah résultat yu extrêmement important yoo xam ne am na te loolu aussi daanaka liggéey bu ñu def bu yaatoo yaatu la ñëpp ànd ci ba articulation boobu mën a nekk mais nag nañu fexe acteurs yëpp dugg ci mbir mi. en commençant par sëriñ daara bi moom mooy ndongo bi sax laay wax mooy premier acteur deuxième acteur bi di sëriñ daara bi acteur sëriñ daara bi environnement bi mu nekk way jur yi autorité administrative autorité religieuse ñi liggéey ci éducation ñi liggéey ci formation professionnelle ak insertion ñu fexe travail li may wax souvent cadre bu ñuy wax donga daara aussi ñu bari seen xel lay dem ci ay góor rek te Sénégal fii donga daara yu jigéen ñi mi ngi yaatu bu ñuy wax tamit ñi seen xel ñi seen maanaam doole jotu seen ginnaaw tamit ñu amul doole trop daanaka ñi ci gën a fës gën ci bari Sénégal ay jigéen lañu booy xool les jeunes filles wala les femmes moo tax tamit ñu ci suñu biir dispositif ñu def de sorte que jigéen ñi aussi am ci taxawaay à travers benn projet boo xam ne ñu ko tuddee éco jigéen boo xam ne aussi dañuy dem ci zone rurale yi comme zone bi ñu fekk ni fexe les jeunes filles et les femmes gunge leen aussi dans l'autonomisation à travers des formations des orientations ak petit financement loolu tamit bokk na ci sunu ay projets yi nga xam ne mi ngi am daanaka. loolu aussi dañuy lancer un appel boo xam ne aussi ci ñëpp ñi nga xam ne ñoo sekk liggéey bi ak képp koo xam ne yaa ngi dégg génération Salih ndax li ñuy def balaa muy mën a réussir faw ñëpp jàpp ci. Il nous rejoint sur le plateau du Riz Fraîche. Il s'agit de notre invité du jour. Bonjour Mamadou Diop. Bonjour Amina. Nous sommes dans le contexte de la Coupe du Monde et là, nous parlons de données. Pourquoi, selon vous, elles sont devenues essentielles dans les prises de décision? Alors, disons que les données sont partout.
Et donc les données, à chaque fois que vous passez un appel ou que vous achetez, à chaque fois que vous faites une transaction, c'est des données qui sont enregistrées. Chaque phénomène qui se passe, c'est des données qui sont générées. Et ces données-là également, elles seules ne suffisent pas. Donc il faut les exploiter, les traiter et les analyser pour en donner, en extraire des informations utiles pour la prise de décision. Et quelle différence faites-vous entre les données, la statistique et l'IA? Alors, disons que les données, c'est le point de départ. Donc, les données, c'est des informations brutes. Comme je le disais tantôt, sans traitement, sans analyse, ne servent à rien. Ouais. C'est là où intervient la statistique qui permet de comprendre ces données, qui permet de les expliquer et d'avoir des conclusions fiables et également basées sur ces données. Ensuite vient la data science, qui est aujourd'hui, disons, qui combine les statistiques et aussi des techniques informatiques qui permettent de développer des solutions concrètes. Et enfin, l'IA se base sur ces données-là, sur ces statistiques et ces modèles développés par la data science pour apprendre de manière automatique et pouvoir prédire et de donner des recommandations. J'allais justement vous poser la question, selon vos observations, comment la data influe aujourd'hui sur les décisions sportives? Alors, disons qu'aujourd'hui, au-delà du sport, comme je le disais tantôt, donc les données sont partout et qu'aujourd'hui, les données permettent de se départir en fait de l'impression, de l'intuition, de prendre des décisions qui sont fondées sur des données, sur du concret, sur des faits. Et dans le domaine du sport, il y a une multitude de données qui sont produites. Aujourd'hui, on peut voir durant les matchs de football, la distance parcourue, les nombres de tirs, la distance par rapport au but, voilà, la précision. Tout ça, c'est des statistiques, c'est des données qui peuvent être traitées de sorte qu'aujourd'hui, les coachs et les dirigeants des équipes puissent en tirer profit et donc puissent mieux affiner leur stratégie tactique pour pouvoir gagner leur match. Et donc les confrontations est basée bien sûr des données. Et comment fonctionne votre modèle de prédiction? Alors, nous sommes dans le contexte de la Coupe du Monde. Oui. Et en tant que passionné de football, premièrement, et également spécialiste de la donnée, de tout ce qui est data science et IA, en fait, nous avons eu l'idée de développer un modèle prédictif donc, de la Coupe du Monde. C'était, disons, un pari risqué parce que c'était la première fois qu'on assiste à une Coupe du Monde à 48 équipes. Et il y a plusieurs équipes, voilà, les gens se sont préparés il y a 4 ans. Donc, et aujourd'hui, le football, avec l'évolution que nous avons actuelle, c'est devenu de plus en plus imprévisible. Donc nous nous sommes dit, oui, pourquoi pas lancer un modèle avec un collègue, bien sûr, Djibril Diop, qui est également ingénieur statisticien, tout comme moi. Et nous avons travaillé sur, disons, une combinaison de 3 systèmes. Déjà, il y a un système de classification qu'on appelle le système ELO, le ELO Rating, qui est un système international de classification de points qui sont attribués aux équipes en fonction de leurs résultats sur les matchs officiels, les matchs amicaux également. Nous avons eu un autre modèle qu'on appelle le modèle de Poisson dans notre jargon, mais également un modèle de machine learning avec le XG Boosting. Bon, disons, les connaisseurs comprendront mieux. Voilà. Alors, nous avons simulé les matchs. D'abord, nous avons travaillé sur 2 tomes. Nous avons travaillé sur un premier tome qui était réservé à la phase de groupe. Donc là, nous avons finalisé cette partie-là et le 28 juin, nous avons publié notre 2e tome. Donc ce 2e tome-là partait en fait des résultats des phases de groupe pour prédire maintenant les 16e, les 8e, quart, demi et jusqu'en finale. Donc voilà comment nous avons construit notre modèle et le modèle n'a pas tout trouvé avec précision, effectivement, parce que voilà, c'est juste, disons, des prédictions qui ont été réalisées. Mais comme je le disais tout à l'heure, voilà, le football reste un sport qui est imprévisible. Donc nous disons que c'est un modèle satisfaisant, dans le sens où, déjà avec le tome 1, nous avons eu une satisfaction en termes simples. Le modèle se trompe une fois sur 4, donc arrive à trouver le bon résultat sur 4 tentatives, 4 prédictions. Et donc nous avons eu également des satisfactions dans le tome 2 où nous voyons que nous avons réussi à prédire avec exactitude disons le dernier carré, c'est-à-dire que les 4 équipes, c'est ce que vous pouvez voir à l'écran, les 4 équipes qui sont qualifiées en demi-finale. Actuellement? Oui, actuellement en demi-finale. Et pour ces matchs de demi-finale, nous avons trouvé la prédiction du match de la France contre l'Espagne, où l'Espagne avait 58% de chances de remporter ce match. Elle a d'ailleurs battu la France. Voilà, et
battu la France. Et alors, ça tenait bien pour le match de l'Argentine jusqu'à la dernière minute, jusqu'à ce que Messi et ses amis en décident autrement. Et donc, voilà. Et là, vous l'avez vous-même dit, ce sont plusieurs facteurs qui entrent en jeu avec les calculs. Mais peut-on prédire avec précision l'issue d'un match avec les données? Alors, je dirais, oui. Elle n'est pas exacte, la science, dans ce domaine. Oui, parce que, comme je le dis, le sport est imprévisible. Parce qu'il y a des faits que les données ne peuvent pas capter. Aujourd'hui, un joueur phare qui se blesse, par exemple, nous avons déjà fait notre modèle. Si demain, par exemple, on dit que, dans notre modèle, l'Espagne est champion du monde. Mais si demain, Lamine Yamal se blesse aux entraînements, ça, notre modèle ne peut pas capter. Et on sait que ça aura un impact sur la performance. Les fans de Lamine Yamal, ils vont se fâcher contre vous. Hein? Oui. Voilà, donc, comme je dis, il y a des phénomènes que les données ne peuvent pas anticiper. Et puis, voilà. Notamment le contexte, disons, environnemental, tout ce qui est météo, tout ce qui est blessure, tout ce qui est changement de dernière minute, mais également, surtout, et c'est ce qui fait aussi la beauté de ce sport-là, qui est le football. C'est vrai. Et quels sont, selon vous, quel est l'avenir de la data et de l'IA en Afrique? Alors, disons que nous sommes sur une bonne pente, déjà, parce qu'il y a de plus en plus de données en Afrique, de données qui sont collectées. Nous sommes aujourd'hui à l'ère de, disons, de la big data. Donc les données de masse aujourd'hui en Afrique. Et nous avons parallèlement des jeunes qui de plus en plus s'intéressent également à ces métiers, à ce domaine des données et de tout ce qui est science des données, tout ce qui est IA. Et donc il faut juste que l'on continue donc, sur cette lancée, mais également que, disons, nos politiques puissent également renforcer, pouvoir promouvoir en fait ces disciplines-là, de sorte que dans les années à venir, que l'on puisse avoir des champions dans ce domaine-là. Créer un environnement favorable à tout ça. Voilà, effectivement. Merci Mamadou. Merci beaucoup Aminata. Merci pour la disponibilité. Merci, c'est un plaisir. Je rappelle que vous êtes ingénieur statisticien et aujourd'hui nous parlons de l'IA, de l'influence des données sur les décisions sportives. Merci Mamadou. Merci beaucoup. Et vous l'avez compris, c'est la fin de ce numéro. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro du Refresh. N'oubliez pas de faire un tour sur nos différentes plateformes pour être davantage informé sur les tendances de l'actualité africaine. On se retrouve la semaine prochaine.